Bonjour, bienvenue à 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Land Associés par VK. Tout à l'heure, on va parler d'autres permis de construire, mais tout de suite, les brèves. Avec beaucoup de choses en matière d'agents, une formation de sensibilisation au risque naturel pour les agents outre-mer, le fait que l'agent qui part doit restituer son matériel, que l'agent n'est pas non plus censé regarder des vidéos pornographiques sur son temps de travail avec le matériel de son travail, que non, on ne va pas prétendre faire des dérogations aux 1607 heures annuelles avec des ficelles trop grosses. Ça avait été jugé pour Paris, maintenant ça revient de l'être pour Marseille, Aix-Marseille-Provence Métropole. Et puis un arrêt intéressant sur tout ce qui est RIFSEP et IFSE. Les élections au CSTACA pour les chefs de juridiction et les magistrats auront lieu entre le 15 juin et le 22 juin, et les modalités pratiques ont été fixées par un arrêté du 6 avril au JO du 20 avril. Question aussi, j'ai un agent ou un salarié, une personne qui change de sexe. Très bien, on gère sa changement à l'état civil, très bien. Est-ce que rétrospectivement, on doit changer les fichiers de paye ou autres, pour passer au sexe nouveau pour les périodes antérieures au changement de sexe à l'état civil? La réponse est non. Conseil d'État, 14 avril 2023. En matière d'urbanisme, plusieurs choses. On a un PLU qui dit que si des constructions peuvent être refusées, si ça entraîne une atteinte grave à l'éclairement des voisins. Ces choses qui deviennent répondues. Alors, j'apprécie ça comment ? Eh bien, je vais l'apprécier en fonction, non pas d'une simple baisse ou pas de l'éclairement. Non, je vais ne censurer que les baisses d'éclairement significatives au point de pouvoir refuser une construction, et en appréciant selon le type d'usage des pièces qui se retrouvent moins éclairées. Par exemple, faible impact si nous parlons d'une salle de bain. Arrêt également du Conseil d'État intéressant sur les caducités de permis de construire et le fait que, évidemment, en cas de recours, il faut penser à la notification. La CA de Marseille, de son côté, a traité de point de savoir quand les délais de validité d'une autorisation d'urbanisme reprennent-ils leur cours en cas de contentieux. C'est la CA de Nantes a traité d'une question intéressante en aménagement commercial. Je vous rappelle que quand on est au stade de la Commission nationale d'aménagement commercial, celle-ci rend des avis et que en aval, au stade des décisions d'urbanisme, on doit les suivre. Il y a un avis conforme, c'est-à-dire que si la CNAC rend un avis positif, on pourra délivrer le permis, sinon ça sera un refus de permis. À telle enseigne que des communes se retrouvaient parfois à refuser des permis qu'elles voulaient délivrer et qu'elles ont pu attaquer leur propre acte. Ça, c'est le Conseil d'État qui nous l'a dit. Conséquence logique, la CA de Nantes nous a dit, du coup, au titre de ses compétences économiques, l'intercommunalité pourra également attaquer des refus de permis d'une de ses communes membres. En matière d'environnement, il y a eu un toilettage important en matière de suivi des crues et de schéma directeur de prévision des crues, donc essentiellement côté État, décret et 2 arrêtés. Les députés européens, donc les membres du Parlement européen, ont adopté 5 textes législatifs tout à fait importants sur tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, quotas d'émissions, aviation, transport maritime. Donc maintenant la balle passe au Conseil. Et en matière d'environnement, un jugement du TA de Rennes qui a maintenant tout petit peu plus de 2 mois mais que j'ai découvert que récemment et qui est intéressant. Les moules étaient rejetées par les exploitants quand elles étaient trop petites. Le préfet dit non, il faut qu'on utilise un cadre environnemental carré pour ceci. Et oui, sauf que du coup c'était très difficile à trouver et qu'il a tâtonné, il y a eu des censures et ce n'est qu'à la fin que le tribunal administratif a donné un mode d'emploi. Comme quoi finalement il n'y avait pas de problème quand on laissait faire un peu n'importe quoi d'un point de vue juridique, et quand on essaie de mettre les choses au carré avec beaucoup de bonne volonté, c'est compliqué. Et puis évolution des circonscriptions des comités de bassin et des agences de l'eau par un arrêté. En matière d'économie circulaire, on a un décret qui était très attendu parce qu'il fixe les objectifs et les modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés de l'État et des collectivités. Et puis un nouvel arrêt sur les excédents de tomes dans la foulée de la jurisprudence Auchan qui confirme que désormais on peut bien prendre en compte les charges exceptionnelles de fonctionnement hors dépenses d'ordre. Et ça, ce point n'est pas totalement nouveau, mais c'est nouveau que ça soit formulé ainsi que des excédents à un peu plus de 11 ou 13% qui sont admis par le Conseil d'État, ce qui est confirmatif des jurisprudences les plus récentes, mais ce qui est très éloigné de ce qu'étaient les jurisprudences dans ce domaine il y a quelques années seulement. Et puis une affaire douloureuse également devant le Conseil d'État. Une artiste veut représenter de manière extrêmement crue, choquante, des viols sur différentes victimes. Une victime qui est apparemment un adulte mais peut-être un enfant, sur fond de crimes de guerre. C'est extrêmement choquant, c'est extrêmement cru.
parce que c'est ce qu'a voulu représenter cet artiste. Oui, mais est-ce qu'on peut bien laisser ceci dans une galerie d'art sans même une interdiction aux moins de 18 ans ? Oui, dans le cadre de l'espèce où il y avait des explications, on le pouvait au Palais de Tokyo, nous dit le Conseil d'État. Ce qui n'allait pas de soi et ce qui soulève un problème à tout le moins redoutable. En matière de contrat maintenant, décision intéressante de la CJUE sur l'impossibilité de faire des renouvellements automatiques de contrats, en l'occurrence des concessions d'exploitation de plage, et une décision intéressante sur le pouvoir de modulation par le juge de pénalités de retard lorsque celles-ci deviennent excessives. Et puis 3 arrêtés sur l'évolution réglementaire de la comptabilité publique, de l'État ou d'un certain nombre d'autres personnes morales, celle du titre 3 du décret BGCP. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Mais passons maintenant à notre grand dossier, pas d'eau, pas de permis. Un certain nombre de communes ou d'intercommunalités commencent à dire qu'elles ne peuvent plus délivrer de permis de construire, même en zone U, parce qu'il n'y a plus d'eau potable, alors qu'on ne pensait pas que ce genre de problème allait arriver, ou en tout cas certainement pas si vite. Plutôt que de traiter ceci sous forme de dossier puis d'interview comme nous le faisons souvent, j'ai voulu tout simplement le co-présenter avec Nicolas Polibosco. Bonjour à tous, bonjour Eric. Alors, que se passe-t-il ? Depuis peu, diverses communes ont annoncé qu'elles refuseraient des permis de construire au motif que sur leur territoire, elles n'ont plus d'eau potable en volume suffisant. Alors, avant, on décortiquait selon qu'on avait une extension de réseau, ou un raccordement, auto-alimentation ou pas. Voici ici quelques jurisprudences. Mais si on est en dehors de ces hypothèses, que se passe-t-il ? Est-ce que l'on peut refuser des nouveaux permis, même dans les zones où peut-être faudrait-il créer de nouveaux branchements, mais qui ne nécessitent pas une extension des réseaux publics, parce que les réseaux sont là, au droit du terrain, et le raccordement est tout à fait envisageable. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut refuser un permis au motif qu'il n'y a pas assez d'eau potable sur le territoire ? On peut l'envisager avec une triple base juridique. À chaque fois, c'est fragile, hein. La première, c'est... Alors, c'est celle fondée sur l'article R111-2 du Code de l'urbanisme, qui, schématiquement, permet de refuser un permis parce que le projet porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique. Alors, faute d'eau, donc, il y a un risque de salubrité et de sécurité publique, on utilise l'article. Le juge a pu, dans le passé, valider des refus de permis faute d'eau potable, largement pour des questions aussi d'incendie, mais voir par exemple la CA de Marseille. Mais c'était combiné avec un article législatif qui, dans la formulation, a changé depuis. Une jurisprudence du Conseil d'État a surtout conduit à une grande prudence, n'est-ce pas ? Alors, effectivement, puisqu'en 2019, le Conseil d'État a précisé comment on devait appliquer cette disposition et nous dit grosso modo que le refus de permis pour des raisons de sécurité est une solution ultime. Avant de refuser le permis, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on peut délivrer le permis en l'assortissant de prescriptions qui permettent de garantir le respect de la sécurité. Et ce n'est qu'à défaut de pouvoir le délivrer avec cette prescription spéciale que on peut refuser le permis. Donc ça reste quand même une porte assez étroite et qui nécessite une étude au cas par cas. Voici ici quelques jurisprudences. Une autre solution, c'est d'utiliser le régime que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire je ne suis pas capable d'alimenter à cette distance-là, c'est une extension de réseau ou autre. C'est l'article L111 du Code d'urbanisme, mais en changeant un peu le contenu, en essayant de jouer avec le contenu. Alors effectivement, c'est l'article qui permet de refuser un permis de construire au motif que les équipements publics qui pourraient desservir la construction ne sont pas présents, ne sont pas suffisants en l'état, donc le projet, s'il était autorisé, nécessiterait des travaux publics que pour l'instant la collectivité n'a pas prévu de faire ou de financer. Voici ici le texte qui apparaît à l'écran, mais la jurisprudence, là aussi, incite à une certaine prudence. Alors effectivement, puisque là c'est très casuistique et le juge est très très vigilant au respect de cette disposition en cas de refus d'autorisation. D'où l'intérêt d'éviter les décisions radicales et définitives. Il y a une troisième base, c'est de se dire, oui, mais il y a aussi la compétence communale au titre du service public de défense extérieure contre l'incendie. Mais bon, là aussi, sans trop dévoiler les batteries de futurs contentieux, on est sur des outils qui sont amenés avec beaucoup de prudence. Les services de l'État ont pu aider les communes à fonder des refus.
Alors c'est le cas notamment en Ardèche pour les communes de la région de Vallon-de-Pont d'Arc, communes qui sont régies par le règlement national d'urbanisme, par le RNU, et là c'est le préfet, c'est l'État qui a pris la main et qui a annoncé que pour l'instant il suspendait la délivrance des permis de construire dans les 22 communes concernées. Aide aussi pour les communes de la communauté de communes de Fayence, où l'État a apporté son concours. Et puis il y a une proposition de loi du député Christophe Negelin qui vise à permettre ces refus pour des communes non revenues, mais peut-être y aura-t-il quelques amendements à suivre, à voir. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les refus de permis envisagés doivent être pris au terme d'une appréciation évidemment au cas par cas de chaque projet et avec beaucoup de prudence. Donc il faudra distinguer en fonction des projets, de leur taille, de leur capacité, de leur nature, et si possible de limiter dans le temps cette annonce de refus de permis qui seront pris pour sécuriser au maximum juridiquement le procédé. Et en pensant à un éventuel indemnitaire en aval des refus, même légaux, attention, d'où l'importance d'une étude au cas par cas, de s'élargir dans le temps, de trier entre les projets consommateurs d'eau ou pas, pour limiter aussi non seulement la question de l'égalité, mais la question d'indemnisation des pétitionnaires. Bien, merci. Merci Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'eau associée pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.